Après avoir quitté Nani et Nadi en Thaïlande, je retourne en Indonésie avec de nombreuses expériences à partager avec nos équipes. Signe que nous arrivons bien à Sumatra, l'atterrissage se fait quasiment en plein milieu des palmiers à huile. Un triste symbole dans un pays ravagé par la déforestation. Puis retour à Banda Aceh, au nord de l'île indonésienne, avant de retourner voir les éléphants. Alors de retour de Thaïlande, retour à Banda Aceh. Du coup j'en profite, j'achète du matériel. Vraiment les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'un étranger vient ici, achète des batteries de scooter, des klaxons, du matériel électrique et repart. Parce que du coup on va faire d'autres alarmes, je vous ai dit, un musulman il en faudrait en faire une trentaine, donc on va l'aider là-dessus. On va aussi aller... Ah oui, il faut que je vous dise ça aussi. On va aller demain dans un autre village, une autre région qui est juste à côté de Karakampar en fait, mais c'est d'autres éléphants, c'est encore une autre situation, il y a des conflits. Donc on va aller voir le village, rester quelques jours, faire une sorte de repérage, discuter avec les gens. Parce que on est en train de réfléchir avec nos collègues ici, nos partenaires et petites ONG locales, à lancer un projet pour la gestion des conflits, donc on va voir. Là c'est vraiment juste un repérage, donc on va aussi leur donner quelques outils quand même déjà, les galons, les alarmes et puis l'application qui est ici à l'air. Gunung Salak, ou le mont Salak en français, est situé à plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest de Karakampar. Les habitants de la région nous ont appelés pour venir les aider à gérer les conflits avec les éléphants. Ces quelques jours avec eux vont permettre de faire un premier repérage de la zone et d'identifier clairement les problématiques entre les éléphants et les humains ici. Alors on est en route pour Gunung Salak, donc la région dont je vous ai parlé. On va faire une sorte de repérage au sujet des conflits éléphants-humains, voir un peu ce qu'on peut apporter. Donc je vous ai dit, on est sur la route qui est derrière moi et nous on a un problème. Il y a un frein de la voiture qui a je ne sais pas quoi mais qui fumait, donc on a un problème de frein sur la voiture, ce qui, on va pas se mentir, est un peu contraignant pour rouler, en tout cas pour s'arrêter. Donc on est quelque part je ne sais où à chercher quelqu'un qui pourrait nous aider à réparer la voiture. Bon, finalement, coup de chance dans notre malheur, on est tombé en panne juste à côté de notre destination finale. Il nous a donc suffi de marcher un peu pour arriver à notre maison de quelques jours et poser nos affaires. Rencontre avec les habitants prévue demain. Alors cette nuit il y a eu un éléphant qui était juste à côté de la maison. On l'a entendu plusieurs fois barrir, tout simplement. On l'a entendu là ce matin en se réveillant un peu plus proche en aval, près d'une rivière en fait. Donc là j'irai bien, je vais aller checker un peu la zone, voir s'il y a des signes, des indices de présence, des empreintes. Et là on va ensuite aller dans une plantation de café, rencontrer des agriculteurs qui sont touchés par les conflits et discuter avec eux, leur donner quelques outils, etc. etc.
À Gunung Salak, les actions pour les éléphants sont dirigées par 2 femmes à la tête d'un groupe de 15 personnes. C'est elles qui nous ont contactés pour les aider à former les villageois à la gestion efficace des conflits. Bon, alors sur le chemin de la ferme, effectivement, il y a énormément de traces d'éléphants, beaucoup d'empreintes. Derrière moi, plein de crottes. C'est pas frais, hein. Mais il y a du passage, quoi. Une petite dizaine de personnes nous rejoignent. Tous habitent les zones touchées par les conflits. Ici, aucune ONG ou représentant des autorités n'est installé. Tout est à faire. Les habitants nous exposent leurs difficultés et leur volonté de mettre un terme aux affrontements avec les éléphants. Petit à petit, ils nous décrivent la situation, tandis que je leur expose en parallèle la stratégie de Harapan Tigadja et les actions que nous mettons en place. Donc c'est encore flou pour eux. Par exemple, j'ai essayé de parler un peu des mouvements des éléphants, de discuter avec eux de ça. Et ils savent globalement comment se déplacent les éléphants, mais ça reste très flou. Pourquoi? Parce que c'est pas comme à Karagampar où il y a la distinction village-forêt. C'est très clair, on a l'exit point à patrouiller, c'est très simple. Ici, vous voyez, c'est que de la forêt, c'est des plantations. Et les maisons, les habitations, elles sont au milieu de la forêt. Donc il n'y a pas de distinction, ce qui fait que si on parle d'exit point, c'est très flou, parce que les exit points ils sont un peu partout autour de nous. On est dans l'habitat des éléphants, si je pousse le trait jusqu'au bout. Donc, on a donné les outils, on a donné les galons, on a donné l'application. Ils ont découvert tout ça. Pour tout ce qui est patrouille et tout, ça c'est vraiment du travail d'un plus long terme, hein, c'est étape par étape. Ici il n'y a rien, hein. Quand je dis il n'y a rien, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de volontaires. Chacun se débrouille sur son terrain pour repousser les éléphants quand ils sont là. Et les repousser s'ils en ont envie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui quand ils voient les éléphants, juste ils acceptent, ok, il y a les éléphants qui sont là. Quand il y a des dégâts, pareil, ils acceptent, bon, il y a des dégâts. Il n'y a pas beaucoup d'animosité envers les éléphants comme on peut l'avoir dans d'autres régions de Sumatra. Ça s'explique notamment ici parce que, comme je vous dis, c'est que des plantations et les gens rentrent quasiment tous les soirs chez eux en ville. Donc ils sont moins impactés directement que dans d'autres coins. Alors il y a un impact, hein, bien sûr, attention, il ne faut surtout pas le négliger, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Simplement dire que, effectivement, ici la relation aux éléphants est différente et il y a une explication à ça. Donc tout ça pour dire qu'on a fait notre premier meeting. On a rencontré les équipes. Maintenant, je vais rester en contact, enfin les équipes, les personnes ici touchées par les éléphants, par les conflits. Et puis, on va rester en contact avec eux régulier pour voir peu à peu ce qu'on peut faire ensemble, voir s'il y a moyen justement de créer une équipe de volontaires, faire des patrouilles. C'est vraiment le tout début, hein, je vous le dis, de toute façon, même quand j'en parle, c'est très flou. C'est encore sur du repérage. Mais je suis assez surpris, dans le bon sens du terme, de voir que en tout cas, la relation avec les éléphants se passe assez bien. Après notre rencontre avec les villageois, nous partons en forêt, suivre les principaux couloirs utilisés par les éléphants autour du village. Comme à Karagampar, les éléphants suivent principalement la rivière en fond de vallée. C'est un vrai carrefour d'éléphants. Il y a plein là autour de la rivière, plein de passages, d'empreintes de partout. Une autoroute. Là regarde, encore des empreintes de partout. Et suivent vraiment la rivière en fait. Gunung Salak est composé de villages, tous situés au milieu des couloirs de migration empruntés par les éléphants. Il n'est donc pas possible d'agir ici comme à Karagampar. Ici, il faut protéger les maisons individuellement, former chaque agriculteur et donner des outils à chaque personne. Car les éléphants sont dans leur habitat. On ne peut pas les repousser, mais seulement faire en sorte que les récoltes, les maisons soient laissées intactes. Encore une fois, toujours s'adapter au contexte local.
voyez donc déjà là au fond, les plantations d'EVA. Je vous ai dit, hein, il y a des palmiers et de l'EVA pour la pâte à papier. Et là, on voit déjà quelques plantations juste à côté, enfin bordure quoi, de la forêt. Alors aujourd'hui on installe une alarme, donc toujours à Gunung Salak. On a montré comment la fabriquer aux villageois, aux agriculteurs qui étaient intéressés. On vient de leur montrer comment l'installer sur le terrain. Là c'est vraiment un exemple. Parce que bon, on n'a pas vraiment le bon matériel. On a fait avec ce qu'on avait sous la main. Mais au moins ils savent faire, ils savent l'installer à la bonne hauteur, ils ont toutes les bonnes infos. Et en fait ici, c'est pas du tout comme à Karagampar. C'est-à-dire qu'à Karagampar, il y a le village et la forêt. Donc en gros les alarmes c'est facile, on sait où les mettre. C'est vraiment à la lisière de la forêt. Là, en fait, le village, les maisons, elles sont au milieu de l'habitat des éléphants. Et ici, concrètement, c'est en fait un couloir de migration. C'est-à-dire que les éléphants, ils viennent de la forêt au fond là-bas et ils passent et ils traversent par la route jusqu'à une autre forêt qui est située un peu plus en amont. Donc ici c'est vraiment un lieu de passage et les maisons, le village est au cœur de ce milieu de passage. Alors on ne va pas déplacer le village, on ne va pas déplacer les éléphants, on ne va pas faire de clôture, hein, parce que si on fait une clôture, ça va les pousser à trouver un autre chemin et donc à aller dans des zones où ils n'allaient pas avant, donc ça va créer de nouveaux conflits. Donc c'est pour ça que les alarmes, on ne les met pas du tout au milieu de la route, n'importe où, sur des grandes étendues, parce que ça va bloquer les mouvements des éléphants. Là, en l'occurrence, on met vraiment l'alarme autour des maisons pour protéger les maisons, d'autant que c'est là où il y a le plus de dégâts, c'est pas tant sur les récoltes ici. Donc on met vraiment autour des maisons, et pareil, il y a une zone un peu plus haute, un peu plus loin, où l'alarme, on va la placer autour de la maison aussi, parce que la forêt qui est en face de nous, enfin la prairie, quoi, la zone qu'on a en face de nous, c'est une zone où viennent régulièrement les mères, les éléphantes, pour mettre bas et donc donner naissance à un petit. Donc il est hors question bien sûr de bloquer cette zone, d'autant qu'au contraire, enfin, l'agriculteur n'est pas du tout dérangé, au contraire, il veut préserver cette zone-là pour les éléphants. Donc ici, quand on installe des alarmes, en fait on s'adapte tout simplement au contexte local, et ici en l'occurrence on fait attention à ne pas déranger les mouvements des éléphants. Et on retourne maintenant à Karagampar, donc on a un peu de route à faire. Ici, donc Gunung Salak, c'est vraiment un premier repérage. C'était une toute première rencontre avec les gens ici, comprendre un peu la situation, ce que demandent les gens, ce pourquoi ils demandent de l'aide. Donc voilà, un premier repérage. Et là, globalement, si on revient ici, ce sera pour vraiment travailler avec eux, monter une équipe, faire des entraînements, apporter peut-être de l'équipement et les aider à surveiller leurs terres et voir un peu sur quoi ça débouche. Ils ont vraiment envie de protéger les éléphants, et je dis pas ça juste parce qu'ils me l'ont dit, parce qu'ils peuvent très bien me dire ce qu'ils veulent. Ça se voit aussi dans leurs actes, dans la façon dont ils gèrent les animaux, dans la façon dont ils se comportent face à eux, et à ce qu'ils essaient de faire politiquement même aussi pour l'avenir des pachydermes. Donc c'est une très bonne zone, enfin c'est une zone très importante en fait pour les éléphants, qui constitue un peu un refuge ici à l'échelle de Sumatra, à l'échelle de la province. Et on a un couloir qui relie cette poche de forêt, enfin cette grande poche de forêt, à une autre, l'autre étant Poisongan, donc Karagampar. Et on va voir voilà, comment est-ce qu'on peut aussi travailler pour protéger l'habitat sur le long terme. Voilà, tout ça est en cours de réflexion, donc évidemment je vous tiens au courant le plus vite possible. Pokoknya si gajahnya jangan sampai lari. Angon kodok berak dia tak tarik jarak. Dia marah. Okay, let's touch the line. Yang tinggal. Itu masih tinggal. Ada tinggal. Ada.